Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, cette deuxième séquence qui porte donc qui s'intitule « Quelles ambitions collectives en période de contraintes économiques et politiques ?» Alors c'est vrai que les circonstances nous servent quelque part, puisque tout le monde, on l'a suffisamment répété, des choses importantes vont se passer cet après-midi à l'Assemblée nationale. Alors dans toutes ces prises de parole très optimistes, au milieu de toutes ces prises de parole très optimistes, je voulais rappeler quand même que le déficit attendu pour l'assurance maladie, qui est effectivement un trésor national, sera entre 20 et 30 millions selon ce qui va se passer cet après-midi, que le déficit des hôpitaux pour l'année 2024 est aux alentours de 3 milliards d'euros, on n'a pas encore les chiffres pour 2025, que l'encours de la dette des hôpitaux français, c'est 30 milliards d'euros. Enfin, il y a des questions à se poser quand même sur les modèles économiques. Alors, je pense que les choses qui sont en train de se passer sont importantes. D'abord, vis-à-vis de l'hôpital, on commence enfin à entendre des réflexions pour reconsidérer le modèle de financement et la T2A. C'est sûr que tarification à l'activité, c'est obligatoirement inflationniste. Et je disais qu'on reparlerait des valeurs. Il se trouve que j'ai eu à reviewer, comme on dit, un article la semaine dernière d'une collègue de l'IRDES que j'ai trouvé absolument passionnant et qui appelait une tarification à la valeur. Alors je me suis demandé ce qu'elle voulait dire. Elle ne voulait pas tout à fait dire ce qu'on a évoqué ce matin. Elle explique que la valeur, c'est le résultat par rapport à l'investissement en santé. Encore faut-il être capable de définir ce qu'est le résultat. Et c'est là qu'une approche populationnelle qu'évoquait Jean tout à l'heure et qu'une décentralisation apparaissent absolument indispensables si on veut aller vers la prise en compte de la valeur dans le financement de la santé. Et puis, il faut aussi avoir des indicateurs, et on n'en a pas tant que ça aujourd'hui. On a des indicateurs de pertinence. Ce matin, on a parlé de pertinence. On en a des indicateurs de pertinence. Mais des indicateurs de résultats et de valeur, on n'en a pas tant que ça. Donc, voilà un peu les sujets, moi, que j'avais imaginé que nous traiterions ce matin. Je voulais juste dire aussi que j'ai parlé du financement de l'hôpital. Il y a également des questions à se poser sur le financement de la médecine libérale. Un exemple, la dernière augmentation du C en 2017, qui est passée de 23 à 25 euros, a été suivie. Alors, je ne sais pas s'il faut faire une relation de cause à effet, mais l'auteur de l'article que j'ai lu tout à l'heure dans le train en faisait une. Il y a eu une augmentation de, tenez-vous bien, hein, de 10% de la patientèle, de la majorité des médecins généralistes, après cette augmentation de 2 euros, ce qui représente 18% hein, quand même du C. Hein. Donc il y a des questions importantes à se poser, très techniques, dans une réflexion plus générale et peut-être plus généreuse que celle que j'ai abordée par le petit bout de la lorgnette. Victoire. Non, mais je crois que Patrice a déjà tout dit, mais c'était pour préciser que cette deuxième partie donc, de notre matinée, donc on a une première partie qui finalement nous a permis, alors en 1h30 c'est compliqué de tout dire, mais de faire le point sur le positionnement, la situation des soignants, du système de manière plus générale, de comprendre comment avaient évolué les métiers et comment aussi étaient perçus à la fois les soignants, mais aussi le système de manière plus générale par les patients et les citoyens. On a commencé à faire une ébauche de quelques propositions d'action, mais là, l'objectif dans cette deuxième partie, c'est alors bien évidemment, nous n'avons qu'une heure devant nous, mais c'est de vraiment continuer à imaginer, alors je reprends les termes de Dominique, alors Dominique a dû aller faire une pause, je ne le vois pas, mais continuer à imaginer le futur de manière collective, tous ensemble, et de véritablement essayer d'émettre des propositions, et donc on va le faire avec en plus de nouveaux orateurs qui représentent, alors pas l'ensemble des acteurs et du système de santé, mais quand même on aura à la fois un directeur d'hôpital, les représentantes de fédérations, un représentant d'entreprises particulièrement innovantes, parce que le système de santé, ce ne sont pas que les soignants ou les directeurs d'hôpital, il y a aussi les entreprises qui participent, et notamment quand on parle d'innovation, de recherche, d'IA. Voilà, donc c'était juste pour rajouter ce petit mot. Et peut-être qu'on va d'abord appeler sur scène donc Cédric Lucier, qui va nous faire une première intervention. Je vais être assez rapide. Il m'a été demandé de réfléchir sur le niveau d'ambition collective qu'on pouvait avoir dans cette période de contrainte.
Moi, je suis directeur d'un groupe d'hôpitaux publics depuis beaucoup d'années maintenant. Et j'ai décidé d'y répondre non pas seul, mais avec le bureau de la CME, qui, comme tous les lundis après-midi, on passe son après-midi avec moi à essayer de résoudre tous les problèmes. Et donc, quand je leur ai posé cette question hier après-midi, leur première image, ça a été un peu l'Odyssée d'Ulysse. Donc, vous avez en tête, il y avait un gériade, donc les lotophages, Charybde, Scylla, énormément de difficultés et sans doucher l'optimisme qu'on ressent, une très grande difficulté à se projeter dans un endroit qui est pourtant plein de projets. La première ambition collective qu'on a formulée ensemble hier, c'était de ne pas avoir un excès d'ambition. Et je voulais revenir un instant sur le financement et la perception que peuvent avoir les gens sur le terrain d'un endroit où on modifie en même temps le financement en évoquant du financement à la valeur, à la qualité, au parcours, en dotation plus ou moins stable, avec des prix planchers, des effets de progressivité sur toutes ces réformes, et une illisibilité totale des financements pour tout le monde. Hier après-midi, on essayait de réfléchir sur le dimensionnement de notre SMR, où on est encore en état post-traumatique d'une réforme qui a modifié totalement les comportements des acteurs et créé des biais extrêmement négatifs vis-à-vis des patients les plus lourds, alors que pendant 15 ans, là, on avait eu l'intention inverse autoproclamée. Donc hier, concrètement, personne n'avait une traître idée des conséquences financières de toutes les décisions qu'on a prises. Et on a décidé de renoncer à regarder l'argent, non pas parce qu'on n'en avait pas envie, c'est mon métier, mais parce que c'est incompréhensible. Donc la première ambition qu'on souhaite du non-ministre qu'on ne voudrait pas voir nommé, c'est donc qu'il n'y ait pas d'autres réformes. Je le précise, parce que digérer le niveau de réforme qui est le nôtre est, du point de vue du terrain, extrêmement compliqué. Le deuxième élément que je voulais partager avec vous, c'est la temporalité. Donc on appelle beaucoup à la pluriannualité, ça a été fait tout à l'heure. En fait, notre rêve le plus cher, ce serait surtout l'annualité. Parce que la réalité profonde, c'est l'infra-annualité de toutes les décisions. On nous a encore retiré des crédits hier matin, dans le cadre d'une régulation budgétaire interne. Et vous savez sans doute que la plupart des éléments sur lesquels on se fonde sont très relatifs, puisqu'il y a une régulation prix-volume objective. Nous, on a une activité projetée en augmentation de 13% cette année. Il est évident qu'au niveau de ressources de l'ONDAM, si tous les établissements font comme nous, nos tarifs vont baisser du même niveau, puisqu'on est dans une régulation prix-volume. Et donc, évidemment, j'y reviendrai, on a envie qu'on travaille beaucoup sur la pertinence, mais la réalité, elle est très claire, c'est qu'on n'a pas d'idée, lorsqu'on construit une gestion, de là où on peut en arriver sur des projections de long terme. Comme le disait un des médecins qui était à côté de moi, c'est difficile d'avoir les hôpitaux de la Bavière avec l'économie de la Grèce. Et donc tout le monde a envie de se benchmarker avec le Karolinska, la Charité, la Mayo. Mais si les objectifs économiques ne sont pas tenus, avoir 60% de praticiens en plus en médecine d'ici 25 ans, c'est pas évident de savoir exactement comment ils vont être financés si l'économie n'a pas suivi. Ou plus exactement, c'est facile de le comprendre si on donne un peu confiance aux acteurs. Et c'est vraiment le point que je voulais vraiment partager avec vous, parce qu'il me semble le plus important et de loin quand on est directeur d'un groupe d'hôpitaux. Il y a énormément de degrés de liberté dans le système. Il se trouve qu'il y avait un biologiste autour de moi et qu'on a une visite du COFRAC dans quelques semaines. Et comme il y avait à la table ronde précédente Lionel Baran, effectivement, on a tous des tas d'idées sur ce qu'on peut faire en biologie, sur les prescriptions. On a tous envie de faire de la conciliation médicamenteuse parce que c'est porteur de sens pour les pharmaciens et pour les services cliniques. Parce que là, la vraie valeur, elle se crée quand on réfléchit à ce qu'on fait et quand on a une pensée autour du patient et pas simplement sur de l'immédiateté. Mais qu'effectivement, on détourne en permanence les ressources du système en général et des hôpitaux en particulier vers des normes
hyper inflationnistes par l'attention qu'on y apporte et qui ne sont jamais réévalués. Donc très sincèrement, effectivement, le biologiste qui était à côté de moi, lorsqu'il m'a évoqué le blocage d'un certain nombre de projets à cause de l'accréditation COFRAC, on sort de l'assertif, il y avait une énorme frustration parce que notre vrai projet était pour nous d'un projet de travailler sur les prescriptions et sur leur chaînage avec tous nos partenaires de ville. La confiance aux acteurs, elle est possible et elle s'obtient en fait assez aisément. Moi, je suis directeur d'hôpital, donc je suis un homme relativement simple et prévisible. J'adore ce qui est facile à compter. Donc c'est vrai que quand on établit un système où on réduit les IPDMS, où on fixe un certain nombre de parcours qualifiés et où on modifie les ressources, on obtient des choses qui sont a priori très faciles à partager puisqu'elles sont objectives. Simplement, ça ne fonctionne jamais comme ça. Ça ne fonctionne jamais comme ça puisque toute organisation évolue quand non seulement les gens s'approprient les choses, ça c'est ce que les consultants, c'est le modèle économique des consultants dans leur conduite du changement, mais de manière beaucoup plus importante quand une partie des choses ne sont pas fixées. À chaque fois dans mon expérience qu'on a laissé à des responsables médicaux une marge, un degré de liberté, une capacité à définir des actions de santé publique, hein, c'est peut-être, puisqu'on était sur la métaphore de l'Odyssée, c'est peut-être ça notre ITAC. Hein, à chaque fois qu'on laisse des marges et qu'on fait confiance, on obtient plus qu'en fixant de manière autoritaire un reporting central vis-à-vis de professionnels de santé qui n'ont pas été éduqués à cela et qui ont besoin de trouver un sens à leur action et une part d'autonomie. Vous n'êtes pas obligé de me croire parce que ça peut ressembler à un conte de fées, mais j'ai plein de tableurs de créa et plein de choses pour vous le démontrer si vous en doutiez. C'est beaucoup plus efficace de faire confiance et on obtient beaucoup plus si les gens ont une petite marge sur place. On a, nous, un neurologue qui s'est passionné sur la sclérose en plaques et la gynécologie avec un gynécologue qui nous présentait quelque chose hier. Il avait l'œil du tigre, vous savez, c'est comme dans Rocky, la petite dilatation de la pupille qui signifie que quelqu'un croit à son métier, qui va y porter sens et que vraisemblablement, il va laisser toute une traînée de choses positives dans ses journées de boulot qui vont se traîner. Donc c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. On a envie de long terme, on a envie évidemment de traiter ensemble le sujet des pathologies chroniques, les marges dans le système, mais on n'y arrivera pas si on pense tout ordonner. Et à l'hôpital, et je le pense à l'échelle du système de soins, qu'on appelle encore système de santé, on y arrivera beaucoup plus facilement si effectivement, à un moment donné, on accepte de laisser une petite marge à chacun. Et c'est l'ITAC, avec les médecins du bureau de la CME, à qui j'avais assigné cette mission hier, je voulais vous proposer comme petite histoire liminaire, façon Scheherazade, avant de laisser à cette brillante table ronde le fait de dire des choses avec une plus grande hauteur de vue et avec des datas et des choses beaucoup plus sourcées que l'expérience singulière du plus bel hôpital du monde, puisque c'est celui que j'aime. Juste un petit mot à votre suite, monsieur. D'abord, merci beaucoup pour votre intervention. Simplement, je voulais faire part du fait que ce matin, dans le train, j'ai interrogé ChatGPT sur la situation financière des hôpitaux français. La conclusion, c'est la situation est sérieuse, mais pas désespérée. Je vous promets que c'est vrai. Hein. Est-ce qu'il y avait une question ? Oui, je souhaiterais bénéficier de vos expériences pour avoir votre point de vue, non pas uniquement de professionnels, mais de citoyens. En l'état actuel des différents ressentis par rapport à vos équipes de santé dans les hôpitaux que vous dirigez, quel est votre sentiment sur la part de l'économique et du politique en collectif sur un élément essentiel, le logement à proximité des hôpitaux? Qu'en est-il réellement de l'efficacité pour avoir un temps de transport le plus court possible, de façon à prévenir les phénomènes d'épuisement professionnel? Alors, je ne suis pas un très bon exemple, puisque nous, on a
un projet hyper restructurant. On a confié au secteur privé énormément de nos activités originelles, de manière extrêmement efficace d'ailleurs. C'est un petit message de gentillesse pour Christine, mais effectivement, ça faisait partie de notre projet. On a regroupé un certain nombre de nos offres, ce qui fait qu'on a fortement augmenté la distance entre le logement habituel de nos professionnels et l'hôpital qu'on a ouvert sur le plateau de Saclay en particulier. Ça n'a pas posé de soucis, parce qu'il y a eu un travail qui a été fait avec les équipes, il y a eu les 12 heures, la crèche, un certain nombre d'éléments de projet social, mais d'expérience, ce type de question est souvent mis en avant quand il y a des problèmes de management interne ou des difficultés. Alors évidemment, ce n'est pas un hôpital qui est intramuros, on a bonne distance d'habitabilité, c'est comme les planètes, de Paris pour les médecins et du Loiret pour les soignants. Donc, mais je pense que ces questions de logement sont d'expérience beaucoup moins importantes que ce qui se passe à l'intérieur de chaque pôle de soins. On a des indices, nous, forcément, il y a des niveaux d'absentéisme très différents selon les équipes, et ce qu'un économètre pourrait vérifier, c'est que la variable explicative, elle est beaucoup plus liée à ce qui se passe dans chaque équipe de soins que dans un niveau global d'analyse. Donc ça, c'est mon point de vue. Ensuite, pour prolonger un peu votre question, il y a des tas de gens qui sont mécontents toute la journée. C'est même le biais négatif qui ne m'a pas échappé dans ceux qui franchissent la porte de mon bureau. Mais collectivement, notre budget a augmenté de 30% en 6 ans. 30% en 6 ans. Et aucun soignant n'accepterait de travailler dans les conditions dans lesquelles il travaillait il y a 6 ans. Ni en matière de densité, ni en matière de partage, ni en matière de reconnaissance de contraintes, ni en matière de reconnaissance des valences de recherche, d'innovation. Donc effectivement, on est dans un système qui survalorise le négatif pour toute une série de raisons qui pourraient être largement discutées. Mais moi, il n'y a jamais eu aussi peu de patients dans les hôpitaux que je dirige qui dorment sur un brancard, par exemple. Il n'y a jamais eu autant de chambres seules, jamais eu autant de soignants au lit des patients. Donc les indicateurs objectifs, ils disent quelque chose. Le ressenti des patients, enfin le ressenti des soignants dit totalement autre chose. C'est malheureusement un point qu'on a du mal à traiter. La vision personnelle, c'est ce que j'essaie de développer, c'est que profondément, le sentiment d'autonomie professionnelle des soignants ne cesse de diminuer à raison des multiples contraintes qu'on fixe à leur exercice. Les chirurgiens qui sont venus hier dans mon bureau me parler d'assurance pour un certain nombre de sujets, en ayant l'impression que c'était la dernière roue du carrosse qui allait finir par les écraser. Moi, j'ai une expérience toute simple. J'ai plusieurs SAU, et chaque SAU donc, a une équipe de psychiatrie de liaison H24 qui traite les patients. Et l'une des deux équipes est une équipe qui, pour des raisons originelles, s'est cooptée autour d'innovation, une équipe de psychiatres, avec un certain nombre d'idées de responsabilité populationnelle, ce qui a d'ailleurs été imaginé avant tout en santé mentale il y a 60 ans, avant qu'on ait la possibilité de le travailler sur les soins somatiques. Et l'autre donc dispose d'éléments de liberté, puisqu'on a un accord entre nous. Je ne compte pas le nombre de professionnels qui y travaillent. L'autre unité, pour toute une série d'autres raisons, est une unité avec qui je travaille sous forme de tableur et de contraintes multiples. Le taux d'hospitalisation, alors je n'ai pas d'études épidémiologiques pour vous le démontrer de manière objective, mais le taux d'hospitalisation, en revanche, par passage aux urgences, il est triple dans la deuxième structure. Donc, quand on parle d'innovation, et la psychiatrie est un lieu magique d'innovation au passage, et depuis longtemps, c'est comme l'exemple de la biologie tout à l'heure. En fait, les marges existent si on veut vraiment se les trouver, et si on ne fixe pas a priori la solution en expliquant à des gens qu'il y a un problème. A priori, on est avec des professionnels de santé qui ont tous besoin, à un moment donné, de se dire qu'il y a une autre voie d'abord, comme dirait un chirurgien dans le sujet. Et si on arrive à leur donner la possibilité de se dire
j'ai cette possibilité un peu singulière d'aborder ce sujet, on a une situation totalement différente. Voilà, donc c'est une histoire très simple, parce qu'effectivement, dans un cas, on a beaucoup de patients qui attendent en psy et à qui on va expliquer que le rendez-vous en CMP en urgence est dans 6 mois, et vu le nombre de scarifications et de TS, on se dit que c'est pas bien raisonnable. Et dans l'autre, il y a des gens qui se sont dit qu'il y avait des solutions, et fondamentalement, on travaille dans le même hôpital. Ce que vous avez dit m'a beaucoup marqué sur la pertinence des actes versus accréditation. Et je sais que les biologistes, bien sûr, ils préfèrent faire quelque chose qui a une plus-value intellectuelle. Et ça, je pense que c'est l'ensemble des soignants. Question pratico-pratique. Est-ce que face à ce constat, est-ce que vous seriez favorable, vous, à pousser dans le sens d'une certification HAS pour les laboratoires dans votre groupement hospitalier, donc que tout le monde soit à la même enseigne avec certification HAS, plutôt que accréditation COFRAC? Est-ce que vous avez des actions, des leviers possibles pour, en pratique, en sortant de cette salle, proposer cette modification? Comme vous tous, j'ai des tas d'idées de simplification, et sur ces sujets, de manière beaucoup plus générale, je pense qu'il ne devrait avoir comme seul texte que l'obligation pour chacun de rendre compte librement de ce qu'il fait, ce qui serait une manière beaucoup plus intelligente de parler aux personnes. On a, dans toute volonté de normalisation, enfin, on ne va pas faire la sociologie des organisations de comptoir, mais on a des bénéfices immédiats forts. Moi, j'ai connu, je suis directeur depuis 30 ans, j'ai connu la première version de l'accréditation que Dominique connaît bien, puis les versions de certification. Honnêtement, le gain marginal par boucle d'itération ne cesse de baisser. Et on est structurellement incapable, c'est un principe fort, de remettre en cause ce qui existe. Donc on a de la sédimentation, et la vitesse de sédimentation aussi, elle se calcule d'ailleurs. Donc très concrètement, sur ces sujets, le fait de nous opposer des référentiels et qu'à chaque version on nous modifie, et c'est le cas du COFRAC. Bon, je vais rester sobre sur cette noble institution, mais voilà, le niveau de ressources qui est consacré n'a plus de rapport avec le gain qu'on peut en tirer. En revanche, on a des éléments de perte de chance pure dans le système de soins qui sont tracés. Enfin, on n'a pas besoin d'IA, hein, honnêtement, on n'a pas besoin de signaux faibles, parce que les signaux forts, on n'arrive pas à les traiter. Donc voilà, sur un certain nombre de sujets, effectivement, je sais qu'il y a des surprescriptions majeures chez certains cliniciens et qu'on ne se donne pas le temps collectif de les traiter parce qu'on a des urgences de paiement de fournisseurs qui nous embolisent. Donc honnêtement, supposer qu'on ne puisse pas nous faire confiance au point de savoir ce que peut être la qualité dans un labo, ou ce qu'on peut faire en cas de défaillance d'un serveur de résultat, c'est quand même nous infantiliser énormément. Merci. On va maintenant passer à la table ronde. Donc, on invite nos intervenants, donc Sophie Beaupère, Lamia Kerjana, Magali Lacroix-Triqui. Pierre Marès est à distance. J'espère qu'il nous entend bien. Guillaume Ragle, Zéna Briette, Christine Schibler et Arnaud Vezin. Merci de monter sur scène. Merci beaucoup. On va tout de suite commencer nos échanges. Et on pensait peut-être dans un premier temps demander à nos représentantes de fédération d'intervenir. Alors peut-être Zéna Briette, si vous voulez commencer, et puis Christine Schibler, Sophie Beaupère. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Et puis, merci encore de la thématique choisie et de tout ce que nous avons entendu ce matin. Et j'ai l'impression qu'en fait, dans mon intervention et propos liminaires, je vais peut-être réaliser une sorte de synthèse, parce que je crois que beaucoup de choses ont été dites et l'essentiel. Et oui, ça ne va pas vous échapper, l'environnement politique et économique nous met face à nos responsabilités. Il nous faut effectivement aujourd'hui décider clairement de ce que nous voulons préserver et de ce que nous voulons transformer. En d'autres termes, et vous l'avez dit, certains tout à l'heure, c'est de se donner un cap, et un cap qui soit utile. Alors pourquoi ce cap? Parce que le constat, il est simple et il est alarmant. Si on en revient à l'accès aux soins, parce que nous sommes quand même dans un sujet qui concerne la santé et l'accès aux soins, dans le cadre du baromètre que nous avons réalisé en mars, qu'on le veuille ou non, je sais bien que tout à l'heure a été évoqué le fait de ne pas culpabiliser en parlant de renoncement aux soins, sauf que 68% des Français ont déclaré avoir renoncé à un acte de soin, à un soin dans les 5 dernières années. Et les causes, 59% pour des causes de délai, 45% pour des raisons financières et 38% en raison de la distance. Donc ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas seulement un problème sanitaire, c'est une alerte et une alerte démocratique.
Et c'est pas être négatif lorsqu'on dit cela, au contraire. C'est parce qu'en même temps, on propose des solutions. Lorsqu'un citoyen ne se sent plus être soigné comme il doit l'être, en fait, c'est notre pacte républicain qui s'effrite. Alors, dans cette situation, moi, je dirais qu'au regard des ambitions, il y en a 3. La première, c'est que pour améliorer notre système de santé malgré les contraintes, c'est qu'on assume une vraie stratégie de prévention. Et parler de prévention, ce n'est pas un tabou et ce n'est pas un gros mot. Et tout le monde l'a très bien compris avec la crise sanitaire et le Covid. Qui a payé un lourd tribut du Covid, nous le savons toutes et tous. Alors, parler de prévention, c'est aussi dire aujourd'hui que c'est un véritable gisement d'économie et d'économie utile et intelligente pour notre système de santé. Est-ce que l'on a besoin de rappeler que 40% des cancers sont évitables ? Chaque année, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Cour des comptes qui le dit, chaque année gagnée en espérance de vie, c'est 1,5 milliard d'économies faites sur nos systèmes de santé. Là aussi, c'est une réalité. Les taux de dépistage aussi qui restent trop faibles, qu'il s'agisse du dépistage colorectal, qu'il s'agisse du dépistage du sein. Et puis, s'interroger sur ces questions, pourquoi on ne dépiste pas assez, quels sont les comportements. Là encore, nous avançons. Et j'entendais encore ce matin, moi je ne connaissais pas ce terme, le FOFO, vous connaissez le FOFO ? Le FOFO, Fear on Finding Out, c'est-à-dire avoir peur de découvrir, avoir peur du diagnostic. Et ça, c'est une réalité. Et donc, se pencher sur une politique de prévention, c'est cela aussi. La deuxième ambition, c'est une ambition collective. Et cette ambition collective, vous l'avez évoquée, même si ce n'est pas le bon terme, pertinence, il nous faut quand même se dire qu'1 euro dépensé doit être 1 euro utile à la santé. Et donc, effectivement, appelons-le comme nous voulons, mais en tout cas, il est sûr que nous avons besoin de s'assurer que les actes qui sont rémunérés par la solidarité nationale, qu'elle soit directe ou indirecte, sont bien des actes qui sont financés à juste titre, mais également utiles pour la santé. Et puis, alors bien sûr, derrière cela, vous l'avez évoqué, il y a la question de la coordination, la question des ruptures de parcours de soins, la question de l'accès aux soins. Mais vous l'avez dit aussi, il y a la question populationnelle et de faire confiance aux acteurs de terrain. Nous en avons fait la preuve avec la responsabilité populationnelle, ou peut-être pour fâcher personne, l'approche populationnelle qui consiste à seulement une chose. Prenons l'exemple du diabète de type 2. Éviter que des personnes qui ont un diabète de type 2 fassent des complications ou mieux dépister ces personnes. Et aujourd'hui, nous avons des résultats. Nous avons réduit de 50% dans les territoires où ville et hôpital sont impliqués dans la démarche et l'ensemble des professionnels, et y compris les communes, à réduire de 50% le passage aux urgences pour complications de diabète et à augmenter de 70% la prise en charge en ambulatoire et à faire chuter les pieds diabétiques et les amputations. Et enfin, la dernière, j'en resterai là, la dernière ambition, c'est que malgré tout, certes, il faut pouvoir nous projeter. Et pour pouvoir nous projeter, il faut pouvoir donner de la confiance aux acteurs. Et donc, c'est essentiel de se donner un cap et de s'inscrire dans un programme, dans une loi de santé, oui, pluriannuelle, sur la base d'objectifs de santé, mais ça permet de garantir des financements stables, pour la prévention, pour l'innovation, pour la formation. Et cette loi de programmation, ceux qui ne la revendiquent pas, ayant pour crainte que nous risquons de dépenser plus, non, c'est pour mieux dépenser. Je rappelle que nous avons quand même eu 3 lois de programmation ces derniers temps. Une pour la justice, une pour la défense et une pour l'intérieur. Et donc, j'en resterai là pour laisser mes collègues pouvoir s'exprimer sur le sujet. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'avoir invité la FHP à participer à cette journée. Alors, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Cédric Lussier et ce qu'a dit Zénab à l'instant. En fait, on partage complètement ces points. C'est-à-dire que tu as raison, Cédric, halte aux réformes. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que les réformes du SMR et de la psy ont bloqué les projets, ont arrêté les développements, ont figé les choses et ont mis les établissements dans des situations épouvantables. Et donc, maintenant, c'est un espèce de truc de gribouille pour essayer de corriger
toutes les erreurs qui ont été faites. Au début, on disait que c'était un ajustement, puis après une erreur, puis après une malfaçon. Donc vous voyez, le langage a évolué. Donc arrêtons les réformes là. On n'a pas le temps de faire ça aujourd'hui. On a certainement à travailler le financement à la qualité, mais on a beaucoup à travailler sur la pertinence et l'efficience. Et donc, il faut se concentrer sur l'essentiel. Après, donc, sur la pluriannualité, on partage complètement, et on le partage aussi avec mes collègues des autres fédérations, puisque c'est quelque chose qu'on porte en permanence. Alors, ce qui est satisfaisant cette année, c'est qu'il y a eu quand même un certain nombre de députés qui ont porté cet amendement, qui ont porté les amendements sur la loi de programmation. C'était inimaginable il y a 2-3 ans. Donc, c'est une première étape, c'est dans la bouche de tout le monde. Donc, on avance sur le bon chemin. Le problème, c'est qu'on nous l'a promis pendant 2 ans, ces 2 dernières années. C'était toujours la semaine prochaine. Et puis après, en fait, le ministre n'était plus là. Donc, il disait, c'était pas moi, je ne pouvais plus. Voilà. Donc, voilà. Et puis la troisième chose que tu as dit, Cédric, qui est relative à la confiance aux acteurs, je pense que c'est aussi absolument essentiel. Et l'inflation des normes. Alors, mon propos va être rapide, mais je vais peut-être leur donner de façon un petit peu différente, peut-être pour dire les choses avec une autre façon de l'exprimer. J'étais très, très sensible, ce que vous avez dit tout à l'heure, professeur Priscilla, sur ce qu'attendaient les soignants et notamment quelles valeurs et où on va ensemble. Et donc, je me suis attachée depuis tout à l'heure à essayer de réfléchir à cette question. Et j'étais aussi très sensible à ce que vous avez dit, Monsieur Maine, sur le besoin de positiver. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel et qu'en fait, aujourd'hui, si on regarde ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale, cette espèce de gribouillage politique, comptable, techno, c'est totalement désarmant. En fait, c'est déprimant. Et en fait, on ne sait pas le demain, après-demain, ce qu'on aura comme crédit. On n'a plus de visibilité annuelle, on n'a même plus de visibilité infra-annuelle, donc c'est absolument catastrophique. Et donc, dans cette ambiance, on nous dit maintenant, on va attendre 2027. Mais en fait, on ne peut pas attendre 2027, les gars. C'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Donc, moi, je prône vraiment, parce qu'on sait qu'on a une vision qui est commune. On travaille beaucoup ensemble ces dernières années. Donc, il y a nos communautés de large, finalement, partagent les mêmes constats. Finalement, le ministère de la Santé est moyennement intéressé à nous faire un programme très intéressant, de plan d'action, etc. Donc moi, j'ai envie de le dire, pourquoi pas faire notre propre plan d'action, profiter finalement de cette période de crise pour en faire un point positif et ne pas perdre l'année 2026. Moi, c'est ma principale préoccupation, c'est de ne pas perdre l'année 2026. Donc je pense que l'année 2026, il faut qu'on travaille sur le contrat, l'évaluation, des objectifs d'efficience et qu'on puisse avancer. La deuxième chose, c'est que je pense qu'on sera obligé de travailler aussi à nos organisations sur les territoires et ce qu'on appelle la carte sanitaire. Et pour ça, il va falloir le faire avec de l'évaluation, de la déontologie. Aujourd'hui, on a beaucoup trop de situations où il y a des replis sur les propres intérêts de tel ou tel syndicat, mouvement, fédération. En fait, on ne peut plus se permettre de ça. Il y a des seuils qui ont été proposés, préconisés par l'HAS, par l'Académie de médecine, l'Académie de chirurgie. Je pense que demain, tous les professionnels de soignants, quel que soit le statut de l'établissement dans lequel ils travaillent, devraient, avec déontologie, courage, aider à fermer des autorisations de cancer infraseuil, des toutes petites chirurgies, des hôpitaux de proximité dans lesquels on n'enverrait pas notre pire ennemi. Donc ça, je pense que c'est le deuxième mot que je voulais dire pour, à partir de 2026, il faut mettre de la déontologie dans nos comportements parce qu'on n'a plus les moyens et on doit déjà, notre communauté de santé, être extrêmement soudée sur ces questions-là parce qu'il va falloir qu'on fasse de la pédagogie auprès des politiques et pour progresser, il faut que cette déontologie soit une valeur partagée. Et puis le troisième sujet que je voulais souligner, c'est qu'on a une responsabilité importante par rapport aux soignants, puisque on n'a pas trop parlé de ça, mais on l'a dit, on a parlé des projets d'équipe, on a parlé finalement de le projet de
la possibilité de faire des projets intéressants dans les équipes, dans les territoires, dans des dimensions finalement très, très, très humaines. Et moi, je ne sais pas si vous en avez pris conscience, parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore tellement dit. Mais là, au niveau du gouvernement, on a un canard sans tête. Et donc, le canard sans tête, il y a la ministre de la Santé qui a signé, moi j'étais très contente, une charte à l'occasion de la journée des mères pour s'engager à former plus de soignants. Ça fait des années qu'on le demandait, donc champagne. Mais sauf que 2 jours après, moi je suis donc à l'OPCO Santé, donc qui regroupe l'ensemble des établissements privés, sanitaires et médico-sociaux. Je suis trésorière. Et donc là est arrivé le coup de massue. Promotion professionnelle pour la santé, on va passer de 60 millions d'euros à 2 millions d'euros de budget. L'apprentissage, on va perdre à peu près 10 000 formations d'apprentissage. Voilà, donc on a un canard sans tête qui fait n'importe quoi, c'est-à-dire que en fait, là, donc c'est un sujet, on n'en a pas parlé ces jours-ci d'un point de vue communication, parce qu'il y avait déjà le PLFSS et tout ce qu'on a dû traiter avec mes collègues ce week-end, on n'allait pas rajouter d'autres choses, mais c'est le prochain sujet. C'est-à-dire qu'on n'aura pas des soignants heureux si on a des soignants qui vivent les CDD, les intérims, etc. La dernière chose que je voulais dire, donc en plus de ces 3 points, c'est vraiment, mais je ne le développerai pas parce que ça a été très bien dit tout à l'heure, il faut donner confiance dans les acteurs, travailler dans les territoires et travailler la coopération. Parce qu'en fait, il y a des pénuries RH, il y a des pénuries financières. On n'a plus les moyens de faire tout partout. Donc le maître mot, c'est de la coopération à l'échelle des territoires. Voilà, je vous remercie. Alors, ce qui est rassurant, c'est qu'on est plutôt d'accord, les fédérations, entre nous, sur le constat. Ce qui l'est moins, c'est que ça fait quand même pas mal de temps qu'on est d'accord et que les sujets n'avancent pas vraiment. Je tenais à le dire. Donc, mais on va voir le verre à moitié plein et on va se dire qu'effectivement, on va pouvoir œuvrer ensemble en 2026 pour pouvoir finalement pousser les sujets qui viennent d'être évoqués. Premier sujet qui me paraît effectivement important, qui a été cité par mes 2 collègues, c'est la pluriannualité. Parce que l'année dernière, on a eu des discussions avec le ministère pour signer un protocole de pluriannualité, puis il y a eu un changement de ministre et donc ça n'a pas pu avoir lieu, puis sans doute aussi les contraintes budgétaires. Mais d'emblée, déjà, ce protocole, c'était déjà ça. Il y avait déjà eu un protocole qui avait été signé, mais c'est insuffisant parce que c'est un protocole qui concernait que les fédérations hospitalières. Or, la vision pluriannuelle, on le voit bien, ça doit concerner l'ensemble des acteurs, à la fois les professionnels libéraux, à la fois les établissements de santé. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, puisque un des objectifs, c'est de pouvoir se projeter, par exemple, en matière de prévention. Et comme ça a été dit, pas à la table ronde précédente, bah, la prévention, ça ne concerne d'ailleurs pas que la santé, comme ça a été souligné, mais ça concerne l'ensemble des acteurs. Et les établissements de santé ne vont pas faire de la prévention tout seuls sans s'appuyer sur les professionnels libéraux. C'est un exemple parmi d'autres, ni même de l'innovation d'ailleurs, notamment l'innovation organisationnelle, de la coordination des parcours. Évidemment, les parcours des patients pour les maladies chroniques sont aujourd'hui très majoritairement au domicile des patients et pour un parcours en cancéro, 90% du temps du patient va être passé en dehors de l'établissement de santé. Donc oui, il y a une loi de programmation pluriannuelle, mais qui embarque bien sûr l'ensemble des acteurs et des champs de la santé. Je pense qu'on peut y arriver parce qu'effectivement les députés l'ont soutenu par exemple ces derniers mois. C'est un long combat, mais qu'il faut absolument je dirais gagner pour pouvoir notamment faire effectivement des mesures notamment qui concernent les pathologies chroniques qui nous permettent d'avoir des économies intelligentes et pouvoir faire de la prévention par exemple sur le cancer, cardio, diabète évidemment, et on en a tous conscience. Ça c'est la première chose. Ensuite, pour améliorer les résultats de la prévention, c'est vrai que, par exemple, Unicancer, on porte un combat qui est, d'ailleurs, qui est aussi un combat partagé, puisque ça figure dans le rapport chargé produit de la CNAM, qui est de cibler aussi les personnes à haut risque. Alors, à haut risque de pathologie chronique, notamment, par exemple, de cancer. Donc, c'est vrai que, par exemple, on porte un programme envers les personnes à haut risque de cancer. On a déposé un projet d'article 51
Ça fait 3 ans qu'il est à l'instruction par le ministère de la Santé. C'est vrai que si on pouvait améliorer les délais de traitement, et je pense qu'on a quand même de la marge et qu'on peut y arriver, ça serait, je trouve, intéressant pour parler de quelque chose qui soit concret. Troisième sujet d'importance qui a été évoqué, c'est davantage de financement à la qualité, à la pertinence des soins. Aujourd'hui, c'est 0,4% des financements d'établissements de santé qui sont liés à la qualité. Via le modèle IFAC, dont déjà on peut contester, on va dire, la façon dont il est élaboré, qui pourrait être amélioré, mais si on prend que de manière quantitative, c'est 0,4%. C'est sûr que ce n'est pas très significatif et très incitatif pour les établissements. On peut sans doute, et on a des propositions d'ailleurs en interfédé, augmenter, faire x10, 4 à 5% des financements qui seraient liés à la qualité, avec des indicateurs qui seraient travaillés avec nous. Vous avez parlé de confiance, bien sûr. Je pense que cela serait une mesure qui ne serait pas que symbolique, qui serait importante. Évidemment, sur la pertinence, je rejoins ce qui a été évoqué, à condition, là encore, bien sûr, de travailler de manière décloisonnée, de nous entendre, notamment via un engagement, par exemple, sur les délais de prise en charge. Je pense pour les patientes atteintes de cancer du sein, pour citer un exemple, évidemment, très important. Donc, pluriannualité, travailler de manière décloisonnée, se focaliser sur des actions de prévention qui aient un impact significatif, travailler également sur tout ce qui est désescalade thérapeutique. Là encore, c'est la moyen de faire des économies qui ont du sens et pas un rabot budgétaire. Et cela est possible. Il faut bien sûr travailler avec les chercheurs en se fondant sur des études qui sont robustes scientifiquement, qui permettent par exemple de faire de la désescalade, que ce soit en termes de radiothérapie, de nombre de séances effectuées, ou pour des parcours de cancéro, pour des patients s'interroger sur la diminution possible de prescription de médicaments. Quand on parle de ces sujets, nous on porte des programmes, là encore, qui sont reconnus, puisque la CNAM en a fait figurer un chapitre chargé produit qu'on a co-rédigé ensemble. On parle de centaines de millions d'euros d'économies sur des essais de désescalade thérapeutique qui concernent des molécules précises, mais ça nécessite effectivement un petit peu d'investissement, 1 ou 2 millions, pour faire une économie significative. Mais ça nécessite bien sûr une logique pluriannuelle importante, c'est évident. Enfin, je rejoins ce qui a été dit sur les ressources humaines, l'attractivité. On sait que ce qui motive les professionnels de santé, c'est d'arriver à mieux faire leur travail, rendre service de manière encore plus efficace envers les patients. Encore faut-il effectivement pouvoir donner les perspectives aux professionnels pour pouvoir le faire. Ça passe bien sûr par la formation, et notamment la formation au numérique, à l'intelligence artificielle, pour prendre un exemple. C'est les premières formations qui marchent le mieux, par exemple à Unicancer, c'est les formations à l'IA générative, à la fois généralistes et par spécialité. Parce qu'évidemment, les professionnels y voient un intérêt de pouvoir gagner du temps et davantage rendre service. Donc c'est sûr que ce que tu évoques sur l'OPCO, Christine, ne va pas forcément aller dans ce sens-là, de pouvoir améliorer la formation des professionnels, développer l'apprentissage, mais on va se battre pour pouvoir contrer ces mesures qui sont évidemment délétères. Le deuxième sujet, c'est bien sûr face à l'évolution de la démographie médicale et soignante qu'on connaît, et aux enjeux du vieillissement de la population, de l'augmentation des maladies chroniques, comment on fait, et effectivement les nouveaux métiers. C'est vrai que nous sommes très supportifs à Unicancer, et notamment les médecins des centres, du développement des pratiques avancées. On connaît les limites aujourd'hui du dispositif pour les IPA, mais on pense qu'on n'a pas trop le choix en fait. Il va falloir développer les pratiques avancées pour d'autres métiers. Je pense aux manipulateurs radio, aux techniciens de laboratoire, aux préparateurs en pharmacie, pour en citer quelques-uns. Il faut pouvoir avancer sur ces sujets et puis répondre aux évolutions scientifiques et techniques, pour terminer, qui sont quand même la base et qui finalement structurent notre système de santé encore davantage, d'ailleurs je dirais, que la contrainte financière. Et là encore, c'est une réflexion par spécialité, à la fois du nombre de médecins, mais aussi de la façon dont on fait évoluer la formation. Et je pense bien sûr à un secteur en particulier qui aujourd'hui est en pleine mutation, c'est la médecine nucléaire.
c'est la médecine nucléaire qui passe de plus en plus du diagnostic au curatif. On sait qu'il y a des gros besoins pour cette filière. Il est urgent de pouvoir avoir un plan qui va permettre, dans les années qui viennent, de répondre en fait aux besoins en termes de médecins, mais aussi aux évolutions organisationnelles de l'ensemble des filières. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de sujets. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on est très cohésif sur ces enjeux et on va se battre en 2026. Je rejoins ce qui a été évoqué par Christine. Je pense qu'il ne faut pas forcément attendre, compte tenu des contraintes, qu'on vienne vers nous. Il faut être force de proposition pour faire mieux que, par exemple, ce qui nous a été demandé. Il y a 644 millions d'euros d'économies qui sont prévus en 2026 sur les établissements de santé. On a eu une réunion il y a quelques semaines avec des indicateurs pour nous expliquer comment les établissements allaient pouvoir faire ces 644 millions d'euros d'économies. Il n'y a pas que pour les établissements de santé. Je sais aujourd'hui la tension qu'il y a chez les professionnels libéraux par rapport aux mesures qui sont inscrites dans le PLFSS. Je pense qu'il faut qu'on fasse un peu plus visionnaire. Merci beaucoup. On va maintenant donner la parole aux représentants des professionnels de santé, donc Lamia Kerjana et puis Guillaume Racle, si vous voulez bien. Merci. Alors. Merci pour cette invitation, mesdames, messieurs. Moi, je suis donc Lamia Kerjana, je suis la représentante ici du syndicat Jeunes Médecins Île-de-France, dont je suis à présent la présidente d'honneur. Il y a eu des élections il y a quelques jours. Je voudrais d'abord, Jeunes Médecins, juste pour rappeler, représente les médecins qui internes et médecins jeunes de moins de 10 ans après la validation de leur DES. Déjà, je voudrais commencer par dire quelque chose. Les ambitions collectives, pour reprendre le thème, ne doivent pas disparaître dans les périodes de contrainte. Aujourd'hui, si nous voulons continuer à soigner dignement, il va falloir changer notre manière de nous organiser, de nous financer et même de penser notre système de santé. Pour commencer, et donc dans cette optique-là, il faut mettre la prévention primaire au cœur du système. Et quand j'entends à chaque fois parler de prévention, à l'heure actuelle, on parle de la prévention secondaire. Dans les faits, ce n'est pas avec la prévention secondaire que nous allons faire des économies. Dans les faits, nous allons faire de la prévention, des économies avec la prévention primaire, c'est-à-dire ce qui va permettre d'éviter aux gens de tomber malades. Quand on me dit l'hôpital va faire de la prévention primaire, je dis quand. La seule fenêtre dans laquelle c'est possible, finalement, c'est à la rigueur au moment de la maternité quand l'enfant vient au monde. Ok, fenêtre de 3 jours d'hospitalisation en moyenne, pendant laquelle on va faire de la prévention primaire. Alors, je ne veux pas paraphraser quelqu'un, mais allô, quoi. Comment ça s'organise? Autre paradoxe, justement, à la maternité, on y va, on accouche. Et là, pour des raisons budgétaires souvent, l'hôpital accepte des cadeaux, des groupes agroalimentaires, pharmaceutiques, etc. Et on donne aux petites mamans qui viennent d'accoucher de leur petit bébé des petits paquets avec dedans des crèmes cosmétiques spéciales bébés qui sont bourrées de perturbateurs endocriniens, qui sont issus de l'industrie pétrochimique. On leur donne des petites nourettes qui sont remplies de petits morceaux de plastique qui, du coup, se sont effrités dans le lait, puisque le moyen de conservation de la nourrette, typiquement, c'est le lait, c'est dans des petites bouteilles en plastique, puisqu'il est déjà reconstitué. Et on va leur donner des couches pleines de perturbateurs endocriniens, encore une fois. Alors, en parallèle, les professionnels luttent, ils ont fait un magnifique programme de prévention qui s'appelle les 1000 premiers jours, très bien fait, qui a été quand même un travail acharné de la part des professionnels de santé. Et donc, il y a des jolies affiches dans les hôpitaux. Et on donne des bons conseils aux mamans qui repartent à la maison avec des conseils qu'elles oublient au bout de 3 jours
et aux papas, pardon, j'ai dit maman, mais il y a aussi les papas, avec des bons conseils qu'ils oublient au bout de 3 jours. Et par contre, une valise pleine de petits cadeaux qu'on leur dit surtout changez pas la crème de bébé. Faut pas le changer trop brusquement. Faut pas changer le lait qu'on vous a donné à l'hôpital. Ça risquerait de lui perturber ses intestins, etc., etc. Donc au final, le bébé se retrouve avec tout un tas de cochonneries qu'on lui a données dès l'hôpital et qu'on va poursuivre pendant des mois. Et en contrepartie, les professionnels de santé, qu'est-ce qu'ils ont? Une bonne parole qui est vite oubliée. Donc là, on se retrouve quand même avec ça, dans une situation où au final, il y a conflit d'intérêts manifeste et il faut changer de vision. Ça, c'est un premier point. Ensuite, évidemment, donc, pour ce qui est de la prévention primaire, évidemment, pour moi, l'hôpital n'est pas le lieu idéal. Ça doit être dans les cabinets médicaux malgré tout, puisque ça reste une porte d'entrée des patients pour la vaccination, pour les visites obligatoires, etc. Les dentistes aussi ont maintenant leur visite obligatoire à 3 ans. C'est une bonne chose qui est remboursée par la sécurité sociale. Il faut agir donc, au niveau de l'environnement de l'enfant avec l'éducation des parents, l'alimentation et l'activité physique, bien sûr. La médecine scolaire, pour moi, a été complètement abandonnée, décapitée par les différentes politiques de santé successives. Et à mon avis, il y a urgence à les rétablir. Et voilà. Et donc ensuite, pour la prévention secondaire, il y a quand même un gros enjeu en termes d'éducation thérapeutique des patients, qui, à l'heure actuelle, est vu souvent comme optionnel par les différents acteurs, y compris à l'hôpital, puisque ne rapportons pas assez. Elle est sous-financée et effectivement, elle est chronophage. Elle est peu payée déjà pour les patients et pas du tout payée pour les proches aidants, alors même que justement, ce sont eux qui pourraient éventuellement, par exemple, permettre d'éviter qu'un patient, suite à une situation aiguë, faire les premiers gestes nécessaires au fait que le patient ne soit pas hospitalisé tout de suite. Donc, dans tout ça, je pense que la vision One Health, c'est le moment de l'adopter pour de vrai et pas que dans les paroles. C'est un impératif sanitaire et budgétaire, puisque effectivement, tout ça permettra d'éviter les dépenses inutiles. Et dans ce contexte de ressources limitées, ça me paraît primordial. Il faut évidemment aussi éviter de penser en silo, comme ça a été trop souvent le cas. La santé humaine, animale et environnementale sont indissociables, on le sait à présent. Il est temps de l'intégrer dans nos politiques. Pour mener ces ambitions, il faut des professionnels qui tiennent. Et ça, à mon sens, en tant que représentante de syndicat, c'est le point le plus crucial. Dans notre enquête récente auprès de près de 2000 médecins, les soignants, hospitaliers comme libéraux, expriment une inquiétude inédite qui va les amener à réduire leur activité. En tout cas, ils déclarent qu'il y en a 40% d'entre eux qui envisagent de réduire leur activité, de changer leur mode d'exercice, de partir à l'étranger, ou même 25% de quitter tout simplement la médecine. Pourquoi ? Parce que la charge administrative explose, le temps médical s'effondre, les organisations sont trop rigides et qu'ils ne perçoivent pas de perspective ni de reconnaissance et qu'ils voient leur métier comme un frein à un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Comme je l'ai entendu ce matin, je le redis, un médecin épuisé n'est pas c'est un risque qu'on prend au niveau collectif et nous devons repenser les conditions d'exercice afin, je pense là on se rejoint tous, en tout cas je suis rassurée qu'un directeur d'hôpital en ait parlé, de parler de flexibilité. Il faut réduire le non-soin, organiser un partage des tâches plus intelligent, le pluriprofessionnalisme bien sûr. Pour nous, un enjeu essentiel, c'est de rendre les carrières attractives et ne pas oublier que les médecins aussi ont droit d'avoir une vie personnelle épanouie et que ça compte dans leur équilibre. Ensuite,
Ouais, non, c'est presque fini, t'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas, j'ai presque fini. Ça a l'air long, mais en fait, ça va, j'ai presque fini. Donc, à mon sens, enfin au sens de jeunes médecins aussi, une médecine soutenable, humainement et économiquement, c'est une médecine qui n'est pas sujette aux contraintes politiques et budgétaires pour faire toujours plus de curatifs et avec moins de soignants. Il faut donc rémunérer correctement les médecins. Un petit rappel quand même sur la loi Rist, par exemple, qui avait créé des situations qui concernaient donc les médecins remplaçants, avec des médecins remplaçants qui étaient moins rémunérés qu'un infirmier remplaçant, sans offense pour l'infirmier remplaçant bien sûr, mais avec davantage de responsabilité. Je parle au taux horaire. Ce genre de décision, prise d'ailleurs sans concertation avec les principaux syndicats représentatifs, rendent ces situations incompréhensibles et profondément démotivantes pour les médecins en exercice. Et bien sûr, je ne parle pas de toutes les annonces qui ont été faites au niveau du PLFSS 2026, qui sont vécues comme particulièrement traumatisantes par nos adhérents. Voilà, donc pour moi, pour nous, la prévention primaire, l'ETP, la vision One Health, l'attractivité des métiers, la coordination, ce qui peut être vu comme des coûts, en réalité, ce sont des investissements structurels qu'il nous faut vraiment réaliser. Les médecins, il faut le rappeler, actuellement ne demandent pas des privilèges, ils demandent la reconnaissance et les moyens de faire correctement leur travail. Il leur faut un travail qui, des structures et des fonctionnements qui redonnent du sens, de la cohérence et de l'efficacité à leur métier. Merci. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Et Guillaume Racle, donc, à vous. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis pharmacien d'officine à Épernay, dans la Marne, à côté de Reims. Et je suis également en charge des questions économiques pour le syndicat de pharmaciens USPO. Vous avez abordé juste avant moi les questions de prévention. Nous, aujourd'hui, il y a une question qu'on n'arrive pas à résoudre. C'est que à chaque fois qu'on rencontre des intervenants politiques, ils ont tous envie de faire de la prévention. On voit bien que le temps d'un mandat, en fait, pour eux, ça représente beaucoup d'investissement pour aucun gain à court terme, en fait. Et c'est toujours ça l'équation difficile, c'est que c'est de l'investissement tout de suite pour gagner demain ou après-demain, enfin à moyen ou long terme, quoi. Et ça, c'est tant qu'on n'aura pas résolu ça, et tant qu'on n'aura pas de politique forte sur ce sujet-là, on considère qu'on fera de la mesurette, en fait. C'est ce qui se passe un peu actuellement. Dans telle région, il y a un investissement, une expérimentation sur tel sujet, dans telle région. Ce qui crée finalement pour les représentants du système de santé, comme Gérard les représentait, quelque chose qui n'est absolument pas lisible en fait. Vous êtes dans ce département, vous avez un accès à la prévention pour tel élément, mais pas dans ce département-là par contre. Et puis finalement d'avoir ces systèmes ni lisibles ni homogènes sur le territoire, en fait, ce que dit la Cour des comptes, c'est que c'est complètement inefficient. On a empilé un certain nombre de mesures locales, locaux-régionales, etc., sans réel plan massif coordonné de prévention, ce qui fait qu'aujourd'hui, globalement par rapport aux autres pays européens, on investit quand même un petit peu sur la prévention, mais pour des gains qui sont très minimes. Et voilà. Et aujourd'hui, il y a aussi un élément, c'est que tout à l'heure on parlait des incitations financières pour les professionnels de santé. On ne peut pas dire à un professionnel de santé aujourd'hui, vous allez faire de la prévention, mais par contre, vous le faites gratuitement ou à un taux horaire moindre. Enfin, aujourd'hui, quand même, le président de la République a lancé un bilan de prévention qui devait être extraordinaire. Bon, in fine, il y a 3% des soignants qui le font. Une des raisons principales, on ne va pas se mentir, c'est que c'est un bilan de prévention qui est en théorie calibré pour 40-45 minutes avec une rémunération à 30 €. Donc aujourd'hui, c'est bien en deçà de ce que gagne la majorité des professionnels de santé. Donc il faut aussi avoir les moyens de ces ambitions.
Et ça, c'est un élément. Après, la politique de prévention, c'est aussi une culture de la prévention. Est-ce que en France, on a cette culture de la prévention? Est-ce qu'on n'a pas et on n'aura jamais cette culture de la prévention? Donc, il faut l'inciter. Nous, on a proposé une mesure, c'est de dire le gouvernement voulait doubler les franchises médicales sur les médicaments, etc. Pourquoi pas dire tous ceux qui font leur vaccination et dépistage organisé, ils restent au plafond actuel, et ceux qui ne le font pas, ils ont possiblement un doublement du plafond. Pourquoi pas? On peut imaginer, la question se pose sur la table, en tout cas, parce qu'on sait très bien que pour le système de santé, c'est une certaine économie. Et puis, peut-être aussi tirer de la prévention son aspect positif. Aujourd'hui, on a beaucoup de messages de prévention qui sont peut-être culpabilisants, qui sont peut-être infantilisants, descendants, etc. Peut-être qu'il faut avoir une sorte de marketing social, une communication beaucoup plus positive, et y compris des campagnes de nudge. Vous avez tous pris le métro ce matin ou été à la gare récemment. Les nudges sont dans notre quotidien. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Naturellement, quand vous descendez dans le métro, vous allez vers l'escalator avec les lumières vertes de chaque côté et pas dans l'escalator à lumière rouge. Ça, c'est un nudge. Et il y en a tous les jours dans votre quotidien. Et finalement, ça vous fait adopter des comportements positifs sans vous en apercevoir. Et tout ça, c'est aussi une culture, je pense, qu'on pourrait déployer dans notre système de santé. Tout à l'heure, Lamia a dit oui, en tant que médecin, on veut pas être soucieux des économies du système de santé. Je n'ai pas, autant sur la prévention, on se rejoint, mais sur l'aspect économie du système de santé, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément conscient du coût de ce qu'on engendre, du coût de ce qu'on prescrit. Moi, je ne prescris pas, mais du coût de ce que tu prescris, etc. etc. Et j'avais récemment une discussion avec un de mes amis cancérologue, et il ne savait absolument pas le coût du moindre médicament qu'il prescrivait. Il ne savait pas. Je lui dis, est-ce que tu sais que celui-là, ça coûte à peu près ça, celui-là, ça coûtait ça? Et ça m'a sidéré. Et aujourd'hui, on a le budget de la sécurité sociale, le médicament, vous allez me dire, c'est que 9%. Ça paraît pas énorme. Bon, malgré ça, on fait reposer 50% des économies du système de santé, enfin des économies 2026 sur le médicament. Je ferme la parenthèse. Mais en tout cas, aujourd'hui, ces médicaments chers, on a de plus en plus de médicaments, on soigne de plus en plus de pathologies, ce qui est très bien et ce qui est l'avenir aussi du système, c'est grâce à cette innovation thérapeutique portée notamment par nos amis industriels, et c'est très bien. Mais on ne peut pas se dire, ces médicaments, il faut quand même une certaine soutenabilité. Et pour cette soutenabilité, aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte que 47% des dépenses de médicaments, 47%, donc quasiment 50%, ça bénéficie à 0,4% des patients. 50%, 0,4%. C'est une proportion qui est énorme, je ne sais pas comment la décrire, mais et donc, c'est ce qu'on appelle les médicaments chers, donc notamment en oncologie, notamment dans les maladies rares. C'est pour ça que vous voyez bien les représentants des industriels qui disent attention, l'accès à l'innovation, etc., est mis en cause en France. Oui, mais voilà, à un moment, il faut en avoir conscience. Et quand on en a conscience, nous, ce qu'on porte aussi, c'est de dire, très bien, il y a le médicament qui est évalué par la HAS, qui a des méthodologies très rigoureuses, etc. Mais lorsque le médicament est évalué par la HAS, il est dans un cadre bien suivi de population cible, etc., etc. Et par contre, après, quand il passe en vie réelle, il faut qu'on continue à le suivre, ce médicament. Il faut qu'on continue à l'évaluer. Parce qu'aujourd'hui, on paye un médicament sur un bénéfice potentiel pour le patient, sauf qu'on n'évalue absolument pas en vie réelle s'il y a un bénéfice clinique de performance ou un bénéfice de qualité patient en vie réelle. Et ça, c'est un élément aussi qu'on porte et où on pense que ça peut être, c'est un axe qu'il faut qu'on travaille parce que très bien ces médicaments innovants, ces médicaments chers, mais par contre, il faut quand même qu'on ait une soutenabilité à long terme pour pas qu'il y ait un moment la question qui se pose de se dire bon une thérapie qui coûte plus de tant de dizaines ou centaines de milliers d'euros, on ne peut plus la financer. Et aujourd'hui, on sait que ça sera
une des questions qui se posera avec les médicaments très innovants comme les thérapies personnalisées, etc., qui devraient arriver dans les 5 ans. Hein. Ce n'est pas de la science-fiction, il y en a déjà, et ça va se décupler dans les 5 ans. Et à l'inverse, quand on parlait de responsabilisation des coûts, notamment pour les prescripteurs, aujourd'hui, ce qui est très bien fait à l'hôpital, et ça il faut le dire, mais très mal fait en ville, c'est ce qu'on appelle la prescription dans le répertoire. À l'hôpital, travaillant sur un budget de fonctionnement global, les directions hospitalières disent moi, les médecins, vous avez un objectif de prescription dans le répertoire, c'est-à-dire les médicaments négociés par l'hôpital. Si on met de l'oméprazole à la place de l'ésoméprazole, ça ne va pas changer fondamentalement la prise en charge du patient. C'est de la même famille thérapeutique, il y a des équivalences. Mais nous, on a référencé l'oméprazole, donc vous mettez l'oméprazole. Les oméprazoles, c'est vraiment s'il y a une contre-indication majeure à tous ceux qu'on a dans le répertoire. En ville, on le fait très mal. Aujourd'hui, le deuxième médicament en poste de remboursement, c'est le médicament, on peut dire des marques, Eliquis, Apixaban. Ses dépenses annuelles, c'est plus de 500 millions d'euros, qui est un médicament qui n'est pas encore génériqué. Et on a exactement le même médicament génériqué, qui est le Rivaroxaban. L'Apixaban, donc Eliquis, c'est 50 € la boîte. Le Rivaroxaban, c'est 10 € la boîte. Et on a encore des centaines de milliers d'initiations d'Eliquis, Apixaban, tous les jours, alors qu'on a exactement le même service médical rendu. Donc vous voyez, aujourd'hui, on a quand même des gains d'efficience où à un moment, si on a une responsabilisation collective des dépenses, pour exactement le même impact thérapeutique et sans perte de qualité de soins du patient, des gains à avoir, et je ne parle même pas des biothérapies avec l'arrivée des biosimilaires, où là, on a des vecteurs d'économie qui sont très importantes, et il faut qu'on s'en rende compte. Et j'ai vraiment apprécié aussi les propos de notre consoeur d'Unicancer avec la désescalade thérapeutique, parce que c'est aussi un élément. Tout à l'heure, je parlais des médicaments chers en vie réelle. Il faut aussi parfois on rechallenge un peu les pratiques et de se dire que en 4e ligne ou 5e ligne d'un traitement de cancer, en fait, en France, on a l'habitude du tout médicament et de dire si je prescris pas de médicaments, c'est que je vais faire perdre des chances. Mais en fait, effectivement, parfois, il faut prendre un peu plus de temps, expliquer pourquoi on ne prescrit pas de médicaments anticancéreux et seulement un soin palliatif, parce que ça va améliorer la qualité de vie et aussi la durée de vie, parce que moins d'effets indésirables. Donc ça, c'est aussi un point qu'il faut qu'on creuse. Et tout ça, ça va aussi avec la coordination. La coordination, les cancérologues, on sait qu'ils sont très organisés dans les RCP depuis des années, notamment avec les pharmaciens, mais d'autres professionnels de santé. Et tout ça, ça passe aussi par des outils. On a la chance d'avoir des représentants des établissements, mais il faut que vous mettiez aux outils, il faut que vous alimentiez le DMP. Aujourd'hui, une des problématiques, c'est qu'on a des doubles actes. On prescrit 2 fois la radio, 2 fois la biologie, 2 fois tel élément, 2 fois tel élément, parce qu'il n'y a pas d'alimentation. Nous, on est les premiers à porter nous-mêmes une obligation pour nous d'alimenter le DMP. Et demain, on aimerait que tous les acteurs se mettent dans ce DMP, non pas parce qu'on pense vraiment que ça évitera des actes inutiles et des problèmes de coordination. Et de façon générale, ça améliorera le bon usage des produits de santé. Nous, c'est une thématique aussi qui nous est très forte. On essaye aussi d'adapter notre modèle économique en tant que pharmacien. On s'est désensibilisé des prix il y a quelques années, et là, on est en train de se désensibiliser des volumes. Pour plus qu'on soit payé à vendre le plus de boîtes possible, mais qu'on soit payé pour mieux utiliser les médicaments et mieux les faire prendre, et avec une observance et une adhésion de façon plus globale des patients. Et puis, dernier élément, j'ouvrirai sur un point positif également, c'est que la coordination, au-delà de l'efficience des dépenses, pour avoir été cofondateur d'une CPTS avec un médecin généraliste, ça donne aussi énormément de sens
Et tout à l'heure, tu parlais du fait de garder du sens, de la reconnaissance, de l'attractivité pour le métier. Bah, je peux vous dire que c'est hyper stimulant. Et avant d'exercer à Épernay, j'ai exercé sur un territoire où il n'y avait pas eu d'installation de professionnels de santé, en tout cas de médecins, depuis 35 ans. Et après la création de cette CPTS, il y en a eu un par an en moyenne. Donc tout ça pour dire que ça donne du sens, ça donne des projets, ça donne de l'attractivité, une dynamique et puis de la reconnaissance, parce qu'au-delà de la reconnaissance financière, il y a aussi besoin de reconnaissance et de dialogue entre professionnels de santé. C'est une forme de reconnaissance, donc ça c'est tout à fait intéressant. Et puis ça permet aussi d'avoir un impact non pas seulement sur le soin, mais aussi sur la prévention primaire avec les écoles, éventuellement le boucher du coin, le magasin du coin, etc. etc. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que de manière assez naturelle, on va passer la parole à Arnaud Vezin, qui est le directeur général de Camurus. Et puis ensuite, bien évidemment, on aura Magali Lacroix-Triqui. Et on n'oublie pas Pierre Marès, qui est à distance et qui, je pense, fera une synthèse peut-être un peu de tout ce qui s'est dit, s'il arrive à faire cet exercice. Merci. Merci. Alors, je remercie Lucie Deuxième pour son invitation. On a parlé des laboratoires à plusieurs reprises lors de cette intervention. Donc, nous ne distribuons pas d'échantillons à l'hôpital. En tout cas, tous les laboratoires ne font pas ça. Juste pour rappeler, le rôle des laboratoires pharmaceutiques, il est triple. On doit développer des médicaments innovants, répondre à un besoin médical non couvert. On doit les mettre sur le marché. Et pour les mettre sur le marché, il faut qu'on ait un peu de visibilité financière. Il faut qu'on soit sûr que nos médicaments soient prescrits et pris en charge, parce que sinon, on ne rentre pas sur le marché. C'est le cas effectivement de certaines innovations qu'on voit partout en Europe et partout dans le monde, mais qu'on ne voit pas en France. C'est vrai en psychiatrie, c'est vrai en addictologie. Alors je vais me concentrer sur l'addictologie, parce que Camurus, c'est un laboratoire qui fait de la recherche depuis des dizaines d'années dans ce domaine-là en particulier. Donc c'est celui-là que je connais et c'est celui-là que je partagerai avec vous aujourd'hui. Et puis ensuite, il faut former les médecins. Parce qu'on se rend compte que les médecins ne sont pas bien formés, en addictologie en tout cas, voire pas formés du tout. Et donc du coup, notre rôle aussi, c'est de former ces médecins. Et on constate, donc on a mis notre médicament sur le marché il y a 4 ans, on a formé à peu près 160 prisons, 160 unités sanitaires en prison, et plus de 400 centres spécialisés qu'on appelle les XAPA, les centres spécialisés pour la prise en charge des addictions. Et à notre grande surprise, on se rend compte que dans à peu près 20% de ces unités sanitaires ou dans ces centres, il n'y a pas de médecin prescripteur. Dans à peu près 35-40%, vous n'avez pas forcément de médecins addictos, alors qu'on est dans des structures spécialisées en addictos. Et donc, c'est des gens qui voient des patients qui sont dépendants donc à des drogues illicites, héroïne, cocaïne, crack, cannabis, mais aussi à d'autres drogues licites, l'alcool et le tabac par exemple. Et ces médecins ne sont pas formés. Donc, pendant les interventions que j'ai entendues ce matin, il y a plusieurs réflexions qui ont résonné par rapport à ce qu'on voit, nous, sur le terrain, tous les jours. On a parlé de redonner du sens au métier des soignants. Nous, aujourd'hui, on voit qu'avec certains médicaments qui ne sont pas forcément remboursés par la sécurité sociale, qui sont pris en charge à l'hôpital et qui demandent des budgets complémentaires dans ces centres spécialisés, on remarque que les médecins et les directeurs de centres doivent faire des demandes de financement dérogatoires ou doivent faire des demandes de financement supplémentaires parce que les innovations en psychiatrie, en addictologie n'ont pas été prévues dans le budget de ces centres médico-sociaux. Et le budget de ces centres médico-sociaux sont dimensionnés pour des médicaments qui sont vieux parfois de plus de 40 ans. Donc on a des budgets pour des médicaments qui coûtent aujourd'hui 1 € par an, alors que vous avez des traitements innovants qui sortent et qui sont effectivement beaucoup plus chers, 3-4 fois plus chers. Et donc ces centres-là ne sont pas en mesure d'accompagner cette innovation. Donc les médecins doivent faire des demandes de financement et on sait que les médecins ne sont pas nécessairement formés, ils ne savent pas forcément faire ça. Ils doivent trouver le bon interlocuteur auprès de leurs agences régionales de santé, ce qui n'est pas forcément simple. Et donc quand j'entendais redonner du sens aux soignants, je me posais la question, comment est-ce qu'on redonne du sens à un médecin lorsqu'on lui demande d'être comptable par exemple ? Et on remarque bien que les médecins n'aiment pas faire ça. Quand on leur demande de choisir des patients en fonction d'un budget qu'on va leur allouer, du coup, ils préfèrent ne pas utiliser l'innovation plutôt que de choisir quelques patients à qui ils vont faire bénéficier ça. Il y a une deuxième réflexion qui a été le One Health dont tu parlais tout à l'heure. Donc effectivement, on a aujourd'hui beaucoup de réflexions de financement en silo. Et donc on demande aux laboratoires de faire des études de vie réelle parce qu'en fait, les études de vie réelle sont faites quand même principalement par les laboratoires. Quid après de la pertinence de ces études, parce qu'on va bien sûr accuser le laboratoire d'avoir des biais d'analyse, et c'est normal.
Mais du coup, on est les seuls à faire ces analyses-là. Et on montre bien souvent, et c'est le cas en psychiatrie et en addictologie encore une fois, que quand vous adoptez une innovation dans ce domaine-là, vous avez des économies d'échelle qui sont faites à plein de niveaux. Alors, il y a des économies sur la clinique directe, donc par exemple sur les décès, sur les hospitalisations, sur les co-consommations et sur le mésusage. On parle de mésusage des médicaments. Quand par exemple vous injectez votre traitement plutôt que de le prendre sous la langue, eh ben, c'est un mésusage et donc du coup vous n'êtes pas soigné correctement. Et donc ça représente à peu près 10% des prescriptions. C'est une dépense de plusieurs millions d'euros, c'est 43 millions d'euros par an à peu près. Et vous faites des économies aussi à d'autres niveaux. Donc par exemple, quand on parle de traitement de substitution aux opioïdes, on va s'intéresser aussi à ce qui se passe en prison et on remarque que quand les personnes sont bien soignées et quand ils sortent de prison et qu'ils sont relayés dans un centre ou c'est chez un médecin généraliste à la sortie de prison, ils ont 50% de chances de ne pas re-rentrer en prison. Parce que quand vous sortez de prison, et que vous vous retrouvez en manque après 2-3 jours, vous n'avez pas le temps de refaire vos papiers, pas le temps de reconnecter avec vos familles, pas le temps de trouver un toit. Et donc la seule solution pour essayer de trouver un traitement ou un produit qui va soulager vos douleurs, c'est d'aller sur le marché noir. Et donc vous faites arrêter à nouveau et vous faites réincarcérer. Et donc on va étudier les économies qui sont faites dans le système de soins à tous ces niveaux-là. Donc les décès, l'hospitalisation, la réincarcération, le travail bien sûr, et tout ce qui impacte aussi les dépenses de famille. Or, qui s'occupe de toutes ces dépenses holistiques dans notre système de santé? À qui on doit aller présenter ces données-là? On va les présenter à un cabinet ministériel, par exemple. Et donc, on a lancé il y a 4 ans, je vous le disais, on a formé 6 cabinets ministériels en 4 ans. Alors, c'est vrai que c'était drôle au début. Ça a été drôle jusqu'au 3e cabinet ministériel. Et après, c'est moins drôle parce que tous les ministères nous disent c'est effectivement hyper intéressant les données que vous nous montrez. Il va falloir qu'on agisse. Et puis, les ministères changent. Et donc, on repart à zéro. Et donc, on a perdu 4 ans. Et c'est pas nous qui perdons 4 ans. C'est les patients et leurs familles qui perdent 4 ans d'accès à l'innovation. Je termine, je vais être court, mais donc j'ai parlé de l'instabilité politique. Je terminerai plus sur la notion de One Health dont tu parlais effectivement. Je pense que c'est important de se concentrer sur l'apport des nouvelles thérapeutiques sur l'ensemble des actions qui impactent le patient. Donc j'ai parlé de la famille, dont on ne parle jamais, des aidants, on commence à en parler un petit peu, de l'hôpital, du système judiciaire et de la police aussi, puisque c'est ce qui nous concerne aussi avec ces traitements-là. Donc effectivement, j'appelle à ce que quand on regarde une innovation thérapeutique, on s'intéresse au coût global de l'innovation et pas uniquement aux coûts qui vont intéresser malheureusement les pharmaciens hospitaliers, par exemple, ou les dirigeants ou les cadres de centres qui sont le coût du médicament unique. Et je termine par un point peut-être pour te répondre. Toutes les innovations ne sont pas ultra chères. On a eu des traitements pour l'hépatite qui coûtaient 25 000 € l'injection. Là, on parle d'innovations qui coûtent moins de 400 € par mois. Donc, toutes les innovations ne sont pas chères. On remarque qu'on associe un coût souvent à la population. Et donc, quand on parle de psychiatrie ou de toxicomane, je n'utilise pas le terme volontairement, mais quand on parle de patients dépendants aux opioïdes, 400 € par mois, ça peut paraître très cher. Et puis, quand on parle de sida, par exemple, d'oncologie, 20 000, 25 000, 30 000 €, ça paraît moins cher. Donc il y a aussi une question de stigmatisation dans certaines aires thérapeutiques. Donc j'appelle aussi à déstigmatiser certaines populations pour aider l'accès à l'innovation. Merci. Merci beaucoup. Et là aussi, la transition est bien trouvée. On passe la parole à Magali Lacroix-Triqui. Merci. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi, je vais donner plus mon expérience de terrain en tant que chef du service de pathologie de Gustave Roussy. La pathologie, la NAPAT, c'est un métier médical qui est en pleine transformation à l'heure actuelle, avec une grande mutation qui est la transformation numérique et le fait qu'on passe maintenant à de la pathologie digitale. Pour plusieurs raisons, ça a des gros effets bénéfiques sur notre façon de travailler, sur notre aide au diagnostic, notre façon de nous organiser, aussi sur le maillage territorial, parce que ça permet aussi de désenclaver des zones qui sont plus pauvres en pathologistes et qui peuvent avoir recours à des avis d'experts grâce aux lames virtuelles. Donc ça va bien au-delà de l'utilisation d'outils innovants tels que des algorithmes d'intelligence artificielle. C'est vraiment du quotidien. C'est une transformation qui est difficile parce qu'elle est soutenue que partiellement par les ARS, avec beaucoup d'efforts de la part des établissements pour équiper nos laboratoires. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement,
vous avez beaucoup parlé de médecine de précision, d'innovation thérapeutique. C'est bien de penser aussi à ce qui est en amont de ces innovations. Et ce qui est en amont de ces innovations, c'est que beaucoup de molécules actuellement utilisées en oncologie, en médecine de précision, sont basées sur des biomarqueurs prédictifs. Et que les biomarqueurs prédictifs, pour la plupart, ce sont les pathologistes qui les établissent. Et que ça, ça demande une grande expertise. C'est un travail de pathologie qui se complexifie avec le temps. Et qui n'est pas associé à une valorisation financière adéquate face au montant effectivement que représentent ces nouvelles thérapies ciblées. Par exemple, en pathologie, on a mis énormément de temps à obtenir le remboursement tout simple d'une hybridation in situ HER2, à côté du coût que représentait la thérapie ciblée trastuzumab en face. Ça a été une lutte de longue haleine pour obtenir ce remboursement. Et on a à peu près la même chose qui arrive au quotidien. Chaque ASCO, c'est pour les pathologistes, c'est un véritable cauchemar. Parce qu'on voit nos oncologues revenir avec plein de nouvelles molécules, plein de nouvelles innovations, et que nous, il faut qu'on suive derrière, et que c'est difficile à mettre en place au quotidien pour des raisons budgétaires. Après, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Sophie sur les notions de désescalade thérapeutique. C'est aussi un grand cheval de bataille que les pathologistes ont bien compris. Et notamment dans le cancer du sein, on a des signatures moléculaires qui nous permettent de faire cette désescalade thérapeutique. Et à l'heure actuelle, alors que ces signatures moléculaires pour le cancer du sein, donc pour diminuer les prescriptions de chimiothérapie adjuvante qui n'auraient pas de bénéfice pour les patientes, ces signatures moléculaires ne sont toujours pas remboursées, sont toujours dans le cadre du RIHN, ne sont toujours pas inscrites à la nomenclature, avec une décote progressive du financement et donc une charge accrue pour les établissements, et ce qui risque d'induire une difficulté d'accès sur le territoire à ces signatures qui pourtant ont démontré leur efficacité et sont largement remboursées dans tous nos pays voisins. Donc ça, c'est aussi une inquiétude que les pathologistes ont, cet accès à l'innovation, ce remboursement à l'innovation, notamment dans le cadre des désescalades thérapeutiques. L'intelligence artificielle, elle arrive aussi dans ce sujet-là, dans le sujet de la désescalade, avec des algorithmes qui potentiellement vont nous permettre d'envisager de façon nouvelle des essais cliniques de désescalade thérapeutique à des coûts bien moindres que des signatures moléculaires. Mais là encore, on va se heurter à quelque chose qui est comment on prend en charge et comment on prend en charge financièrement la mise en place à la fois de la pathologie numérique et de l'utilisation des algorithmes d'intelligence artificielle. Et puis enfin, juste un point sur les données de vie réelle. Je pense que c'est effectivement un point crucial. Unicancer a depuis longtemps pris la mesure de l'importance de ces données de vie réelle, notamment avec des grandes cohortes de données de vie réelle. Je pense à ESME, par exemple. C'est quelque chose qui est pris déjà aussi... un sujet vraiment important et qui est pris par la Fédération Unicancer et par l'ensemble des centres de lutte. Au niveau de la pathologie, on a aussi cette importance de penser aux données de vie réelles avec à la fois des données de vie réelles pour des outils innovants tels que les signatures moléculaires. Les pathologistes font cette démarche de donner dès le début des données de vie réelles, mais aussi par des grands registres, notamment pour des registres de population, grâce à nos comptes rendus structurés. Et ça, c'est aussi un effort qui prend du temps et qui n'est pas valorisé à l'heure actuelle. Voilà. Merci beaucoup. Avant peut-être de prendre une ou deux questions dans la salle, Pierre Marès, est-ce que tu nous entends, Pierre? Bonjour, merci. Alors, si j'ai compris, je vais faire une petite synthèse rapide. Puisque tu es notre directeur médical, je le rappelle. Donc, l'UC2M, c'est avec un grand plaisir de cette session qui me paraît particulièrement novatrice, en particulier pour rejoindre les propos de Dominique Meigne au départ. Je voudrais souligner le fait que cette session me fait du bien. Je ne sais pas pour vous,
parce que bon nombre d'intervenants ont proposé des solutions positives et avec un regard nouveau. J'ai l'impression qu'on a changé de paire de lunettes par rapport à la situation dans laquelle on est, où il y a bien sûr des choses qui ne fonctionnent pas bien, 5 à 10%, mais on a 90% de situations qui fonctionnent bien. Et pour travailler avec des pays à l'étranger, des pays aussi importants que la Chine, je pense que notre système de santé est quand même quelque chose où on a des éléments très positifs encore à retenir, même s'il faut l'améliorer. Alors, j'ai retenu, puisqu'on m'a demandé de parler, mais ça rejoindra ce que je voulais dire, quelques mots. Premier terme, c'est l'adaptabilité plutôt que de fabriquer des réformes les unes sur les autres. Qui nous étouffent, en tout cas pour les professionnels de santé. Et si la T2A n'est pas parfaite, elle a donné une certaine dynamique dans des établissements qui vivotaient un peu. Et bien sûr qu'il faut l'adapter au fur et à mesure et la compléter peut-être par des financements au parcours, des financements selon le type de maladie. Ça, c'est la première notion, s'adapter. La deuxième notion, et c'est le mot qui a été utilisé à plusieurs reprises, c'est rétablir le respect. Le respect pour les professions de santé, comme pour les enseignants d'ailleurs. Et je dirais qu'un des premiers respects, ce serait de respecter nos jeunes. Parce que quand on voit qu'on intègre des gens qui viennent au nombre de 1500, il y a des gens très bien parmi ceux-ci, puisque j'en ai participé à l'intégration de certains, eh bien, on a nos jeunes qui sont, comme on dit, des reçus collés, c'est-à-dire qui sont largement au-dessus de la moyenne et qu'on ne les garde pas. On pourrait se poser la question de pourquoi ils vont peut-être revenir après avoir fait une formation dans d'autres pays, que ce soit en Belgique, en Espagne ou ailleurs. La deuxième notion dans le respect, c'est de donner, et je voudrais remercier le directeur Cédric Luciès qui a insisté sur le fait de donner de l'espace de liberté et du sens. À ce moment-là, on obtient toujours davantage que ce qu'on a demandé et je suis entièrement d'accord avec lui. Et ça, cette dimension de redonner du travail qui a du sens, ça veut dire pas du travail administratif, puisque les médecins, ils n'ont pas fait un cursus pour cette approche. Il y en a d'autres qui l'ont fait. À eux de le gérer. Donc libérer du temps médical, ce qui répondrait à bon nombre de questions qui se posent actuellement. À ce niveau, ça me paraît un des points les plus importants. Et puis pour faire bref, je reviendrai sur une notion qui est d'installer la réactivité, et certains d'entre nous parleraient d'agilité organisationnelle. Ça a été évoqué pour l'innovation. Nos amis ANAPAT ont souligné ce problème, mais on oublie quelque chose, c'est que tous les soins modernes sont freinés par une administration qui est dans la recherche de la sécurité et de la démonstration de l'efficacité. La recherche, c'est mettre les produits innovants, c'est les proposer et bien sûr vérifier qu'ils ne soient pas dangereux et deuxièmement les évaluer. S'ils ne sont pas pertinents dans la durée, on pourra les mettre en cause. Ce qui permettrait en particulier d'apporter, on a parlé des nouvelles thérapeutiques sur le cancer, moi j'insisterai en tant que praticien sur les thérapeutiques de la qualité de vie. On n'arrive pas à faire rembourser des soins sur la qualité de vie en post-cancer dont on connaît tous l'efficacité et qui ne sont pas pris en charge pour ces patientes. Et ça, c'est vraiment de la non-assistance à personne en danger. Et je trouve que cette qualité de vie devrait faire partie de nos démarches essentielles. Et je terminerai en disant que la vraie réaction, c'est peut-être d'arrêter de se critiquer les uns les autres, d'une discipline à l'autre, en ayant l'impression qu'on est les seuls à porter la vraie bonne parole. Eh bien, je pense qu'on pourrait essayer d'associer toutes les propositions qu'on fait dans le sens de l'intérêt général, un petit peu comme un Lego qu'on reconstruirait au fur et à mesure et qui serait adaptatif. Ce qu'on a fait peut-être pour les années 2020 jusqu'à 2025, eh bien, il faut l'adapter au fur et à mesure. Et c'est ça qui est passionnant, c'est de faire changer les choses en place en gardant la structure et l'ossature qui a permis de lui donner du sens et une vraie efficacité. Et ensuite, on essaie de l'améliorer. Et je m'arrêterai là, mais je voudrais remercier quand même toute cette participation à cette session qui, en fin d'année,
apporte vraiment une certaine confiance dans nos capacités à nous réformer, à nous réorganiser. On espère que les politiques auront le même sens de l'intérêt général. Merci pour cette brillante synthèse. Est-ce qu'il y avait, oui, j'imagine, une ou deux questions? Merci Pierre aussi pour ta synthèse. Moi, je voulais juste faire un petit focus sur la partie prévention parce que ça a été quand même un truc un peu transversal. Et je pense qu'on a probablement un problème de méthode, en fait, parce que pour aborder le problème de la prévention, il faudrait qu'on se pose la question de pourquoi on n'y arrive pas et de revenir à la source de la pathologie, en fait, à son étiologie princeps. Et en fait, je crois qu'on a deux problèmes essentiels. On a un problème de dysfonction de société. Enfin, quand on voit ce qui s'est passé sur les vaccins au moment de la Covid et de la défiance vis-à-vis de l'expertise, vis-à-vis de l'industrie, du médicament, des pharmaciens, etc., on a un vrai problème depuis 40 ans ou 50 ans de dysfonction progressive de notre société. Et ça a été dit par notre premier intervenant. Donc je pense qu'il y a un travail de fond qui est presque plus SHS, sociologique, pour essayer de comprendre le mal du système. Parce qu'on aura beau utiliser tous les pansements et les rustines qu'on peut imaginer ensemble, ça ne marchera pas, parce que je pense qu'il y a une dysfonction primaire quasiment. La deuxième chose, on aborde un modèle complexe. Donc c'est vraiment le principe du One Health, c'est que c'est totalement multimodal et multifactoriel. Et on a un deuxième problème de méthode, c'est qu'on ne sait pas dire exactement quels sont les déterminants en fait, du dysfonctionnement santé et de notre modèle One Health. Et notamment aujourd'hui, qu'est-ce qui prime? Est-ce que c'est les microplastiques, le cadmium? Est-ce que c'est les PFAS? Qu'est-ce qui est dysfonctionnel dans notre système qui amène à la maladie, qui amène à du tout, on est dans du tout cure aujourd'hui. Et le tout cure, ça a été dit, l'innovation, même si c'est 4 € par jour ou par semaine, à un moment donné, il y a un mur qu'on ne va pas pouvoir dépasser en termes avec le modèle de solidarité qu'on a actuellement. Moi, j'ai fait des petites courbes pour s'amuser en multipliant les pathologies, le coût des pathologies, en moyennant le coût de l'innovation. À un moment donné, on ne peut plus, dans notre pays, payer le modèle social qu'on a si on n'est que sur du tout cure. Donc, il faudra de toute façon faire du care, de la prévention. Sinon, c'est mort. Enfin, on ne peut pas le faire. Donc, il va falloir vraiment, et il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais vraiment analyser les fondements de la dysfonction, qu'elle soit sociétale ou qu'elle soit environnementale, avant d'aborder vraiment la question de la prévention. Sinon, on ne trouvera pas les bonnes ressources. Alors, je trouve ça intéressant ton propos. Après, moi, je suis un peu... le truc, c'est que si on attend, en fait, en vrai... il ne se passera jamais rien. Donc, on sait que les microplastiques sont pourvoyeurs de perturbateurs endocriniens, on sait qu'il y a les PFAS, on les connaît. Et justement, je suis désolée, mais on n'est plus à une époque où on peut juste mettre la cause sur le tabac ou sur l'alcool, qui reste cependant assez prégnant en termes de toxiques, ingérés et commercialisés à tout va. Et à partir du moment où on sait qu'une cause est potentiellement responsable, et enfin, je veux dire, il y a plein d'études qui le font, on n'en est plus à attendre. Il faut agir. Et je suis désolée, mais justement, en termes de prévention, en fait, il y a tout à faire en France. D'autres pays, ça fait 20 ans, 30 ans, 50 ans pour certains, qui sont vraiment dans cette démarche-là de prévention. Là, on a l'impression qu'il faut inventer le fil à couper le beurre, alors que les voisins l'ont fait. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Voilà. Et ce n'est pas parce que c'est complexe qu'il faut juste se dire qu'il faut attendre et voir. Enfin, je veux dire, si on attend pour voir... Bonjour, je voulais intervenir parce qu'en fait, j'ai été un peu marqué par votre intervention, docteur Kardjana, parce que j'ai eu la chance d'avoir un enfant très récemment et donc d'aller à la maternité publique, dans un hôpital public. Alors, je peux vous assurer qu'on n'a reçu aucun cadeau de personne. Et attendez, et je voulais aussi vous dire que... Alors, je veux bien savoir depuis quand, parce que moi, par exemple, j'ai 2 enfants. Ah bah non. Alors là, je vous dis que non. Je vous dis que non. Moi, j'ai une enfant de 8 ans, une enfant de 3 ans. La première... Non, mais je vous le dis. La première à la Pitié... Non, mais comme je le dis. La première à la Pitié-Salpêtrière, donc Paris APHP. Eh bien, les nourettes... C'était des nourettes. Madame, ce ne sont pas des médicaments. Je vais juste terminer, mais je voulais pas du tout. Mon objectif n'était pas du tout de vous mettre en difficulté, mais je voulais juste terminer. Ce qui, en revanche, donc c'était en mai, à la maternité de l'hôpital Cochin de Port-Royal. Donc vous voyez,
c'est quand même une grosse maternité. Et le second point, c'est que par contre, ce qui nous a été très utile, c'est tous les conseils. On parle de prévention primaire, etc. Mais tous les conseils qu'on a eus sur la régurgitation, que faire quand le bébé a de la fièvre, etc. Nous, ça nous est quand même un petit peu tombé dessus. On s'était préparé comme tout le monde, mais ça nous a été très utile. Alors, je ne sais pas comment l'objectiver, comment... mais par contre, je voulais quand même intervenir là-dessus parce que pour le coup, les soignants là nous ont été utiles et pas du tout que les médecins, les infirmières, les auxiliaires de puériculture par ailleurs. Voilà. Bah, c'est possible que ça dépende aussi parce que la PHP c'est une grosse machine et ça dépend probablement aussi des directeurs. Non mais si, c'est vrai. Très rapidement, bon, expérience personnelle. Moi j'étais au Chic à Créteil. Gaëtan, notre coprésident va conclure. Voilà, moi il y a 9 mois j'ai eu un petit garçon au Chic à Créteil et on m'a filé des cadeaux. Voilà, donc comme ça on fait un petit panel. On fait un petit panel. En fait, c'est à la tête du client. Francilien. Voilà. On s'arrête. Bon, et alors la question un peu plus concrète, juste une remarque sur la question de la prévention. Ça aura échappé à personne, mais je crois que c'était hier ou avant-hier, le Parlement avait rejeté l'obligation d'affichage du Nutri-Score. C'est pour montrer qu'on a quand même il y a une responsabilité qui pèse pas que sur les acteurs du système de santé, mais aussi sur les acteurs politiques, avec des arguments qui sont quand même parfois un tout petit peu limites, qu'on peut comprendre sur le plan économique, mais sur le plan sanitaire, qui sont très douteux. Donc ça, c'était une remarque. Là, on est quand même sur un truc qui fonctionne, qui marche bien, qui a été lourdé de façon absolument scandaleuse. Donc bref, passons ça. Une question très concrète sur la question d'innovation, parce qu'on parlait de l'article 51, etc. Un des moyens d'être efficient, d'être efficace, c'est de pouvoir expérimenter. L'article 51, c'est une des fusées, suivant la manière dont on voit les choses, mais en tout cas, c'est un des vecteurs qui permet d'accéder à l'innovation. Mais comme vous l'avez dit, il y a 2 problèmes. Soit parfois c'est le temps d'accès, qui peut être très long. Soit la deuxième chose que je peux constater, notamment au niveau de l'assurance maladie, c'est qu'une fois qu'on a passé toutes les étapes, c'est-à-dire que c'est Highlander, il en reste 1 éventuellement, ou 2, mais il y a un deuxième truc qui arrive, qui est absolument essentiel, c'est celui du passage à l'échelle. C'est pas parce qu'un truc marche localement que le passage à l'échelle marche, et le passage à l'échelle, au-delà de est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, c'est en soi une difficulté administrative, organisationnelle, etc. Donc en gros, entre le début, le projet et le passage à l'échelle, la généralisation effective, etc., il peut se passer un monde vraiment. Donc moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est que ça, on pense que c'est plutôt adapté, mais pour vous, c'est quoi les propositions à faire pour essayer de réduire un tout petit peu ce temps-là et pour que ces touches d'innovation elles puissent être opérationnelles lorsqu'elles fonctionnent, lorsqu'elles apportent de la pertinence, etc. Merci. Dominique dit un mot et puis je vous dis simplement un mot pour les rendez-vous prochains. Ah, il n'y a pas d'autre réponse. Bon, il y a plein de choses intéressantes qui ont été dites. Moi, je vais en prendre une. C'est le constat d'une part que les fédérations hospitalières sont féminisées et alignées sur une trajectoire qui est aujourd'hui commune et qu'on a effectivement un État bien faible face aux fédérations enfin alignées. Pourquoi vous ne vous saisirez pas de la pertinence vous-même? Pourquoi vous n'iriez pas vous-même Oui, non, mais je sais bien que j'ai été de les générations qui a lancé avec la puissante FHF la pertinence, mais la pertinence comme un objectif, mais pas un mode d'action interne de chacun des univers dans lesquels vous œuvrez. Pourquoi ne pas aller sur l'élaboration de ce qu'on n'a pas réussi à faire à la chaise, c'est-à-dire des conduites thérapeutiques, des conduites à tenir sur... oui, bien sûr, on n'a pas les effectifs, mais on a le réseautage, on a les relations avec les sociétés savantes, avec les collèges nationaux professionnels qui sont tous présents dans vos instances. Bon, voilà, une invitation à aller plus loin, puisque tout compte fait, l'État et les instances officielles sont aujourd'hui un peu empêtrés dans ce type d'action qui est vraiment l'avenir du système. Allez-y, quoi, d'une manière ou d'une autre, allez-y. Non, c'était pour répondre à la question de Gaëtan. L'article 51, la difficulté, c'est qu'il y a un biais majeur, c'est que la lourdeur de portage de l'article 51 lui-même fait que ça exclut un grand nombre d'acteurs. Et que, en fait, on se rend compte que finalement, les articles 51 sont portés par une poignée d'acteurs
qui utilisent parfois, j'ai l'impression, mais ça c'est personnel, l'article 51 comme vecteur de choses qu'ils n'ont pas réussi par ailleurs ou de moyens de préemption d'une activité. Enfin, ça c'est un peu mon avis. Donc ça, il faut souligner l'initiative. Hein. Ça a été quand même une innovation pour le coup, et c'est bien. Par contre, je pense qu'il faut qu'on trouve une voie beaucoup plus pérenne et beaucoup plus agile de pérennisation de l'innovation. Un petit peu comme on l'a tout à l'heure, on parlait du médicament. Je veux dire, le médicament, c'est des acteurs privés qui montent leur expérimentation, leur étude, avec des données, des critères de données, etc. Puis après, une commission d'évaluation qui dit bon, bah, on vous rembourse pas, on vous le fait à tel prix. Enfin, on pourrait très bien imaginer qu'il y ait exactement la même chose, mais pour des actes, des organisations, d'autres choses, et quelque chose de beaucoup plus lisible. Parce que là, comme on l'a dit, l'article 51, finalement, on n'a ni visibilité sur le délai, la pérennité, et ça, c'est toute une difficulté. Donc voilà, je trouve que l'initiative est intéressante, mais maintenant, on a vu les biais de cet article 51 et finalement on voit qu'on arrive peut-être au bout d'un cycle, peut-être que capitaliser sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché pour en créer un processus beaucoup plus périn auprès d'une instance telle que la HS par exemple. Voilà, j'ai bien conscience qu'il faut, merci, hein, et qu'il faut que nous terminions avec un peu de frustration, on pourrait continuer, mais pour celles et ceux qui sont avec nous, il y a un pot amical qu'il faut, et puis c'est l'heure. Alors, je vous donne 2 ou 3 rendez-vous quand même. D'abord, nous allons poursuivre en 2026 nos travaux, grâce d'ailleurs à nos partenaires, je les remercie très sincèrement, il en faut encore plus. Nous allons poursuivre nos travaux sur la cancérologie. J'ai pas le temps de décliner, mais notamment avec Sophie en particulier, on va travailler là-dessus et vous allez voir, on va faire plein de choses très originales. Je salue nos amis qui sont dans la salle et qui vont nous aider. On va travailler sur les addictions, on va travailler sur les sujets. D'ailleurs, merci aussi avec toi, avec Amirus. On va travailler sur, évidemment, les sujets politiques. On va travailler notamment sur la santé et l'information. Je salue Brigitte Hulse d'Europadonna. On va travailler avec vous sur ces sujets-là en 2026. Et puis, nous préparons évidemment à notre place les échéances politiques à venir. Élections municipales, élections présidentielles. Rejoignez-nous. Enfin, dans le fond, rejoignez-nous, mais surtout proposez-nous également des pistes de travail avec vous, avec nous. Je remercie tout particulièrement mes collègues coprésidents, Gaëtan, Jean-Dominique, Victoire, Françoise, Charlotte, Jade et toute l'équipe. Un grand merci à Patrice et à Jérémy, qui est parti, je crois. Non, je ne sais pas si Jérémy est encore là. Un grand merci également à ceux qui ont fait une présentation, une communication, à Cédric, Adrien et Pierre. À jeudi pour les contrepoints de la santé, maintenant qui sont dans une certaine mesure associés. Ah oui, Jérémy est là. Les contrepoints de la santé qui sont associés à nos travaux de l'UC2M. Nous parlerons de décentralisation et de déconcentration avec d'ailleurs notre collègue Renaud Degas de Presse Info Plus, que je salue et puis c'est terminé. Ah oui, si, pour terminer vraiment, méditez ça, rien n'est possible sans les hommes, rien n'est durable sans les institutions. C'est Jean Monnet. Jean Monnet.